Nous sommes de retour sur le plateau du Cordonnette et de votre émission de chaque dimanche, La Voix de la Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons discuter de la situation au Tchad. Alors, pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Jacques Monombo Koumba, M. Frédéric Kondiano, M. Jean-Félix Massalé. Donc, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de partager ce contenu afin que nous puissions atteindre beaucoup plus de monde. N'hésitez pas aussi, si vous voulez faire partie de notre équipe, de notre club de pugistes, de nous contacter pour venir débattre avec nous sur ce plateau. Si vous êtes artisan, artiste, si vous êtes politique, politologue, en tout cas, quelle que soit votre figure, et que vous avez besoin de cet espace pour venir montrer ce dont vous savez faire ou encore partager vos lumières avec la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, la jeunesse humaine de toute l'humanité, bien évidemment, mondiale, je voudrais dire, n'hésitez pas de nous en faire la demande. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez, partagez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas de nous suivre, voilà, commentez. Vous pouvez vous aussi participer à l'émission à travers vos commentaires, à travers les questions que vous allez poser. Voilà, c'est le principe de l'émission. Voilà, tout le monde participe. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le Tchad, un pays du Sahel et de l'Afrique centrale, avec une superficie de 1 284 000 km², ce qui en fait le cinquième plus grand pays du continent africain, avec une population estimée en 2021 à environ 16 millions d'habitants, est déclaré indépendant en 1960. C'est dans ce pays qu'a été découvert en 2001 un crâne fossile, Toumaï, que certains paléoanthropologues considèrent comme l'un des premiers ancêtres de l'humain. Bien que ces frontières actuelles soient issues d'une négociation franco-allemande des années 1880, ce n'est qu'en réalité en 1897 que la France assoit réellement son autorité dans ce vaste territoire grâce à l'appui des colonnes armées venues d'Afrique du Nord et du Congo français, un autre territoire africain de l'époque composé des actuelles républiques du Congo, dites Congo-Brazzaville, République du Gabon et de la République centrafricaine. En 1920, il est incorporé au sein de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Et en 1958, le pays devient une république à part entière et fait partie en 1960 de l'Union des républiques d'Afrique centrale avec la République du Congo et la République centrafricaine, laquelle union, malheureusement, ne fera pas long feu. À son indépendance le 11 août 1960, François Tombalbaye en devient le premier président. Le pays connaîtra plus tard 3 guerres civiles de 1965 à 1979, de 1979 à 1982 et de 2005 à 2010. Le 21 avril 2021, le général Mahatma Idriss Déby succède anticonstitutionnellement à son père, le maréchal Idriss Déby, assassiné dans des conditions troubles. Depuis lors, le pays est engagé dans un processus transitionnel qui tend vers sa fin, puisqu'une élection présidentielle est prévue pour le 6 mai 2024. Entre-temps, le principal opposant, Succès Masra,
du parti Les Transformateurs a rejoint le gouvernement en qualité de Premier ministre et celui qui, dans cette nouvelle configuration, devint le principal opposant, Yaya Dillo Tirou, du Parti socialiste sans frontières, a été lui aussi assassiné le 28 février 2024 par les forces dites de l'ordre. Dans ces conditions, quel serait donc l'avenir de la démocratie, si démocratie il y a au Tchad? Et pour en parler, nous recevons donc ce soir, comme je le disais tantôt, Monsieur Jacques Munombo Kumba. Rebonsoir, Monsieur Jacques Munombo Kumba. Bonsoir, Monsieur le Mbabouti Talia. Merci de m'avoir invité. Et aux côtés de Monsieur Jacques Munombo Kumba, je le disais déjà, il y a Monsieur Frédéric Kondiano. Monsieur Frédéric Kondiano, bonsoir. Bonsoir Talia, que j'appelle toujours le général. Bonsoir à tous. Merci. Et il y a une troisième personnalité importante, Jean-Félix Massalé, qui nous vient du Gabon. Jean-Félix Massalé, bonsoir. Bonsoir Tadia, bonsoir à M. Kondiano et bonsoir à M. Jacques Munombo, mes panélistes. Bonsoir aux auditeurs du Coordonnette. Nous sommes toujours très heureux de participer à cette émission qui a redémarré il y a deux semaines, ça fait déjà. Et donc, c'est toujours un réel plaisir d'être au rendez-vous pour l'actualité africaine et de débattre avec mes co-pénalistes. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Ben, écoutez, on va, étant donné que nous nous sommes entretenus longuement sur ce plateau au tout début de l'émission, il y a des réactions qui fusent déjà sur le net. Nous saluons Archerie, voilà, nous saluons Moussav, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. De là où vous êtes, s'il vous plaît, partagez l'émission. Voilà, partagez, likez, voilà, envoyez des j'aime et autres pour sécuriser aussi notre émission. Nous saluons Karel Émile Tissambou, merci Emeline Tissambou plutôt, merci, bonsoir à vous. Nous saluons Hubert TBK, ciao à tutti, merci. En tout cas, nous saluons tout le monde. Merci d'être des nôtres ce soir. En tout cas, n'oubliez pas, vous connaissez la règle, partagez, afin que nous puissions atteindre un plus grand nombre. Et sachez qu'aujourd'hui, l'émission a commencé à 19h pour des raisons de changement d'heure. Donc, si vous avez manqué la première partie qui était très intéressante, n'hésitez pas à la fin de l'émission de repartir, resuivre le début parce qu'il y a eu des lumières qui ont jailli, en tout cas de la part de monsieur de la part de monsieur Jacques Munombo et de monsieur Frédéric Kondiano. Alors, monsieur Jean-Félix se retrouve actuellement dans la pénombre. Voilà, c'est une situation qui se savait déjà puisque de là où il se trouve du côté de Rome, il y a des pluies torrentielles et donc du coup il y a des coupures qui sont en train d'être observées actuellement. Donc il y a et ça affecte même la connexion de monsieur Jean-Félix Massalé. Donc lorsque Jean-Félix Massalé, vous êtes là, monsieur Jean-Félix? Vous nous écoutez? Il faudrait désactiver votre micro, monsieur Jean-Félix. Je pense que monsieur Jean-Félix a un problème actuellement. Voilà. Mais on va rapidement prendre monsieur Frédéric Kondiano qui va répondre à une question qui nous vient du net. C'est la question de monsieur Archery qui dit: est-ce que le Tchad ne devrait pas se pencher sur un nouveau système politique et totalement abandonner le système occidental, celui de la démocratie?
En tout cas, depuis un moment, je constate que les jeunes Africains ne veulent plus de la démocratie. C'est quand même curieux. Et pourtant, le système en soi n'est pas aussi mauvais que ça. Monsieur Frédéric, que pensez-vous de cette question? Alors, pratiquement, vous savez, quand nous sommes en face d'une situation, ça donne beaucoup d'idées. Et cela nous apporte aussi beaucoup de visions. Je pense que pour le Tchad, la situation spécifique du Tchad, ce n'est pas parce que le Tchad doit se pencher sur un nouveau système politique. Il n'y a jamais eu de nouveau système politique. Le Tchad, celui qui connaît l'histoire du Tchad, jusqu'au lendemain des indépendances, le Tchad a fait ce qu'on appelle le suivisme et a voulu vivre la famille Grassi dans la politique. La famille Grassi a tué la politique tchadienne. Et c'est-à-dire, les gens sont habitués, comme je l'avais dit dans le premier temps, et nous les Africains, nous sommes habitués, nous avons une vision, disons, royale, ou quelqu'un aussi peut dire sectorielle, c'est-à-dire les gens du Sud qui commandent, le Nord commande, le Nord ne veut pas laisser le pouvoir, c'est le Sud qui... Donc, le Tchad est dans ce dynamique. Et quand nous regardons comment Idriss Déby est arrivé au pouvoir et comment il a conservé le pouvoir, et je crois que l'unique solution qu'il faut ici, il faut que le Tchad se débarrasse de ce qu'on appelle la famille Grassi politique. Il faut que le Tchad appelle ses fils, les Tchadiens, ils se mettent à table, ils regardent en face les problèmes qu'ils ont. Vous savez, il n'y a pas une étiquette politique comme ça. Je disais au premier moment, et j'ai dit, tous ceux qui crient de gauche à droite, quand vous les appelez à table, tu les demandes de présenter le plan de société qu'ils ont, c'est le même. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes problèmes. C'est le même pays, c'est la même population, ils vivent les mêmes réalités. Peut-être la différence, celui qui est président, il est gardé, peut-être il ne voit pas ce qui se passe en bas. Mais le bas peuple vit la même réalité. Il n'y a pas de route. Ce n'est pas parce que celui qui est au nord, au sud est plus favorisé. Ils utilisent les mêmes routes. Il n'y a pas de courant. L'éducation n'est pas là à un niveau. Et il y a tous ces problèmes. Je pense que l'unique chose pour la stabilité politique du Tchad, il faut, premièrement, comme je le dis, sortir de la famille Grassi politique et créer ce qu'on appelle une décentralisation politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne sais pas il y a combien de nombre de partis politiques, mais il faut revoir, par exemple, la nomination. Si de la tête, l'appareil administratif, de la tête jusqu'au dernier maire, c'est des gens qui sont liés à ma famille, la famille du président. Si c'est des nordistes, c'est les gens qui sont nordistes. Et les sudistes se fâchent. Il faut donner la responsabilité à tout le monde, c'est-à-dire toutes les régions du Tchad doivent se sentir concernées, c'est-à-dire doivent s'intéresser à la réalité de leur pays, les problèmes de leur pays. J'ai fait une petite blague, peut-être Jean-Félix va me rectifier. Le Gabon n'a que 3 millions d'habitants. Mais il y a combien de partis politiques? Pour discuter de quoi? C'est-à-dire des mêmes problèmes, il faut avoir jusqu'à une vingtaine de partis politiques pour une population de 3 millions. Subitement, je te rectifie, mon frère Kandiano, le Gabon a 2 200 000 habitants. Alors, 2 200 000 habitants, par exemple. Moi, j'ai exagéré. Et si vous voyez la réalité du Gabon, par exemple, vous allez vous retrouver avec des partis politiques d'une trentaine, d'une cinquantaine, pour discuter les mêmes problèmes. Ils sont plus de 200 partis. Et regarde, vous voyez ce que je disais. Donc, si avec 200 partis politiques, pour une population de 2,5 millions, c'est-à-dire on se moque de nous-mêmes ou on veut que les gens se moquent de nous. C'est la même réalité au Tchad. Il faut que les Tchadiens se retournent à la table de négociation, que tout le monde s'asseye. Et puis, la question des mandats, j'aimerais le dire, il y a quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec moi. La démocratie, ce n'est pas la limitation des mandats. On pense que la limitation des mandats est la démocratie. Ce n'est pas vrai. La limitation des mandats,
limitation de mandat comme étant quand même un principe démocratique, monsieur Kanda. Non, non, moi je ne dis pas que la limitation du mandat est la démocratie. La limitation du mandat disons, est un élément de la démocratie, mais ce n'est pas la démocratie. Oui. La vraie démocratie, il faut faire intéresser les gens. Il faut résoudre les problèmes du pays, parce que tout ce qu'on vit, des élections de gauche à droite, nous montons, nous descendons, c'est pour le développement. C'est pour le développement. Aujourd'hui, on fait référence à l'Occident. Nous pensons que l'Occident est développé. Donc, nous pensons que c'est le meilleur modèle de vivre la démocratie. Donc, si nous voulons, c'est-à-dire, on a cette face pour dire que la démocratie, c'est le développement, alors développons-nous. Nous avons tous les problèmes, nous sommes les responsables. Il faut que, si nous voyons que c'est le groupe, je vais donner un exemple pour ne pas monopoliser la parole. Ah oui, en Guinée, il y a eu ces problèmes. Nous avons, quand le fait des indépendances, on a dit, il faut maintenant stopper, fêter seulement l'indépendance dans la capitale. On a fait ce qu'on appelle la rotation. Et à chaque fête d'indépendance, il y a un budget que l'État vote. Alors, cette année, si c'est la région du Sud, tous les projets vont dans la région du Sud. C'est les routes, c'est renouveler les infrastructures, l'administration publique. Donc, on a mis tous les projets. Mais si seulement, vous voyez, vous êtes dans la circulation, je ne parle pas seulement du Gabon, je peux prendre un exemple du Congo RDC ou Congo-Brazzaville ou le Libéria. Vous quittez la capitale, vous partez au sud du pays, vous allez vous retrouver par exemple à la DPE, à la Direction préfectorale de l'éducation. Ça ressemble à un magasin de stockage de bananes. Et puis on dit que c'est l'administration publique. La plupart du temps, les infrastructures dans certains pays africains ne sont concentrées que dans la capitale. Effectivement. Donc, ça donne beaucoup à réfléchir. On a les moyens. On a les moyens. Vous savez, ce discours pour dire nous n'avons pas de moyens est un discours de face cachée. De face cachée. Prenez le budget d'un État. Chaque pays, prenons le budget par exemple, je ne sais pas de quel pays, on évalue. En 5 ans de quinquennat d'un président. Si moi par exemple, je suis président de la Guinée, et j'apporte mon projet de société. Les 5 années du premier mandat, c'est pour ça que je dis que le mandat n'est pas la démocratie, mais c'est un élément de la démocratie. Je peux dire, chaque année, je peux dédier, par exemple, une région pour le développement. Nous avons ces moyens. Nous avons ces moyens. Imaginez-vous, si je le fais, celui qui me succède le fait, petit à petit, ça va se développer. Mais nous avons des routes qui ont été bitumées depuis les années 80. On n'a plus fait de retouches. Donc, les gens vont se fâcher. Donc, je pense que pour répondre à cette question, le Tchad n'a pas besoin de s'inventer un modèle politique. Déjà, ils en ont. Ils en ont un modèle politique. Ils doivent juste sortir de la famigration politique. Donc, peut-être que celui qui a posé la question, et si ça n'est, disons, la réponse n'est pas satisfaisante, on peut revenir, on peut reposer là où il n'a pas compris. Mais moi, de mon côté, je pense que l'unique solution... On va te prendre, avant d'aller chez M. Jean-Félix, on va prendre une seconde question de la même personne, de M. Arthurie, que nous saluons, qui dit la Charte du Mondé est considérée comme la première déclaration des droits de l'homme, des droits humains, voilà. Ne serait-il pas judicieux de s'en inspirer plutôt que de copier toute forme de démocratie? Que pensez-vous? Effectivement, effectivement. Vous savez c'est quoi? Il y a l'ignorance. Je m'excuse de le dire, le peuple africain, quelquefois, on tombe dans l'ignorance. Nous ne connaissons pas notre histoire. Quand vous prenez un jeune Guinéen, un jeune Libérien, vous lui dites, raconte-moi l'histoire de l'Afrique, il va te parler de l'Afrique des indépendances. Au contraire, la même personne va te raconter, même avant l'Empire romain, il connaît toute l'histoire. Mais notre propre histoire, nous ne la connaissons pas. Imaginez qu'une personne de ce genre est en face, disons, devient un leader politique. Quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Il va t'envoyer le modèle qu'il connaît. Le modèle, c'est les autres. On pense que les autres, c'est le meilleur modèle.
Aujourd'hui, combien de personnes connaissent la charte du Manding? Peu de personnes. Mais ça existe. On n'enseigne pas ça dans nos universités. Donc, enseigner ça dans les Sciences Po, dans les facultés des Sciences Po. Les gens vont sortir des universités avec beaucoup de connaissances. Ils vont dire, mais nous avons la possibilité, nous avons la capacité. On a pensé avant eux. Mais pourquoi nous sommes ici à cette étape? C'est parce que peu de personnes ne connaissent pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit dans le premier temps, je pense qu'il faut que les États africains retournent au bercail. Ça veut dire, il faut faire des constitutions en fonction de nos réalités. Il faut faire nos constitutions en fonction de nos réalités. On s'en fout qu'on nous dit que nous ne sommes pas démocratiques. À la fin, si quelqu'un nous dit qu'on n'est pas démocratique, on lui demande quel type de démocratie il veut. Mais il faut faire une constitution que les Congolais se retrouvent là-dedans. Il faut faire une constitution que les Rwandais se retrouvent là-dedans. Il faut faire une constitution que les Gabonais se retrouvent là-dedans. Tout ce qu'on parle des conflits et qu'on sort, c'est parce que nous avons des systèmes copiés-collés que nous-mêmes, on n'arrive pas à gérer. Donc, c'est la réponse que je pouvais donner. Ok, merci Monsieur Frédéric. On va prendre Monsieur Jean-Félix Massalé. Monsieur Jean-Félix Massalé, votre micro s'il vous plaît. Quelle observation faites-vous de la situation politique au Tchad? Il faut quand même tenir compte que c'est un pays qui demeure dans l'instabilité depuis la proclamation de son indépendance. D'ailleurs, dans mon introduction, je citais les 3 guerres civiles et j'ai expressément omis d'autres crises. Par exemple, la crise qui a précédé l'assassinat du président maréchal Idriss Déby Itno. Et on sait aussi que Yaya Dillo n'est pas le premier opposant à être assassiné en ce pays-là. D'ailleurs, quelques années plus tôt, juste avant le décès du président Idriss Déby, il y a sa maman, d'ailleurs, qui a été assassinée aussi par les forces de l'ordre, dit-on. Et aujourd'hui, on remarque que ça n'a pas pris fin. Voilà, un autre opposant qui est assassiné à la veille carrément des joutes électorales. Quelle observation faites-vous de la situation? Merci, mon général. Juste au suivi de ce qu'a dit M. Condagnon, qu'est-ce qu'on peut dire en répondant à votre question? Oui, quelle observation on peut faire? C'est que c'était un pays, le Tchad, un pays frère, parce que moi je viens du Gabon, donc on est de la même zone CEMAC, de la CUAC. On pourrait dire que depuis la venue de l'indépendance que nous a accordé l'ancien colon, ce pays est dans une instabilité politique. Depuis les avènements de la démocratie, dans la conférence de la Baule, elle n'a jamais retrouvé la capacité à entrer dans le joug démocratique. Et on pourrait dire tout simplement, ce n'est pas de l'avenant. C'est trop simpliste aussi de dire que c'est toujours dû au fait du colon. Mais c'est parce que les forces vives de la nation tchadienne, nos frères, n'ont pas su s'engager pour une voie maestra, comme on pourrait dire, pour l'avènement de la démocratie. Parce que nous avons un problème en Afrique, c'est l'ethnisme. L'ethnisme fait qu'on se limite aux personnes de notre village, de ceux qui parlent notre langue, pour manager le système politique dans notre pays. Et c'est ce qui fait qu'au Tchad actuellement, nous avons ce problème. Ça s'est vu, il y a d'une autre province qui a pour le... Et puis, en fait, l'assassinat, c'est un problème de famille. Parce qu'on nous fait comprendre que le fameux opposant, entre guillemets, qui a été assassiné, le président du PCS, est un cousin
à l'actuel président. Et donc, comment peut-on développer un pays où l'opposition et même le pouvoir en place font partie d'une même famille? Ce sont des débats que nous devons avoir. Donc, vous revenez et cela fait du bien. À la fameuse famille Grassi dont évoquait monsieur Frédéric. La famille Grassi dont a fait part le docteur Kondiano. Oui. Et donc, c'est la famille Grassi, on va dire comme ça. Oui. Et c'est très important pour nous de savoir parce que nous tendons vers des changements qui peuvent nous apporter une vue meilleure pour le développement de notre continent. Parce qu'on ne peut pas concevoir que vous avez bien mis en exergue la réalité du pays frère, le Tchad. Sur 11 ou 12 millions de Tchadiens, il n'y a que la famille Déby qui doit être opposant, qui doit être au pouvoir, qui doit être opposant. Même dans les syndicats, ce sont eux. Mais ce n'est pas normal. Il y a un problème de représentativité démocratique. Et c'est à cela que doivent s'atteler les forces vives de la nation tchadienne pour que le Tchad aille de l'avant. Parce que, quoi que nous fassions, quoi que nous soyons, nous sommes tous africains. Et quand va mal, quand on dit une dent pourrie, c'est toute la bouche qui sent. Et quand le Tchad va mal, c'est toute l'Afrique centrale qui sent mauvais. C'est toute l'Afrique qui sent mauvais. Donc, essayons de porter des solutions. La seule chose, ce qui est important, c'est que, bon, on a compris que le général, parce que c'est un général ou le capitaine, je ne sais pas trop, pour ne pas le général Mahama Déby veut prendre le pouvoir. C'est peut-être ahurissant qu'il assassine sa famille parce que quand même, on gouverne aussi chez nous par rapport à la famille. S'il assassine tout le monde, je ne sais pas à qui il aura confiance. Donc, ce qui est important, c'est cela. Donc, qu'il se ressaisisse et qu'il organise des élections démocratiques. Et à partir de ce moment, on va voir. Ce qui est important pour nous, jeunes Africains, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment le Tchad se développe? Le monde change, bouge chaque instant. Qu'est-ce que nous sommes? Il y a des applications qui se développent, des universités, le MIT. Je ne parle pas des sciences politiques et tout le reste dont nous sommes. Donc, je ne vais pas vous prendre, mais nous sommes avec le docteur Kondiano, des diplômés de sciences économiques et tout ça. Non, on a besoin des ingénieurs, des astrophysiciens. On a besoin des gens qui comptent dans le monde de demain. Et que fait le Tchad pour porter sa pierre à l'édifice de la nouvelle Afrique? Donc, c'est ça. On a besoin des ingénieurs tchadiens, des physiciens tchadiens. On a besoin des grands hommes qui vont porter ce pays haut comme il a été, parce que c'est un grand peuple, le peuple du Tchad. C'est un peuple entre le monde bantou et le monde sahélien. Donc, vous comprenez, c'est une transition, le monde de l'Afrique centrale, le monde de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un grand peuple, le peuple tchadien. Donc, c'est ce que nous voudrions avoir comme débat aujourd'hui. Quel est l'apport du Tchad dans le monde de demain, dans le monde futur? Et j'ose espérer que chacun de nous va contribuer dans ce débat à dire aux Tchadiens que nous parlons du Tchad, c'est parce que nous aimons le Tchad et parce que nous voulons que le Tchad soit grand, comme il a toujours été, parce que c'est un grand pays. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Ok. En tout cas, merci Jean-Félix Massalé. Avant de prendre Jean-Félix Massalé, nous allons prendre un élément, voilà, que nous allons suivre tous ensemble sur... Avant de prendre Jacques Munombo, tu voulais dire. Eh oui, Jacques Munombo, excusez-moi. Vous savez, vous êtes nombreux, voilà, on se ressemble tous à présent hein, sur ce plateau, donc ce genre de lapsus, on va dire, peut advenir. Alors, sans plus tarder, nous prenons un élément de quelques minutes seulement.
quand vous regardez les images de la dépouille mortelle de feu Yaya Dillo, c'est un tir à bout touchant. C'est-à-dire que une fois interpellé, on lui a placé les fusils à la tempe pour pouvoir tirer. Le mouvement patriotique du salut, MPS, condamne fermement et avec la dernière énergie cette visée criminelle qui vise ni plus ni moins à mettre à mal le processus politique en cours et replonger le pays dans les sombres heures de son histoire. Ok, donc vous l'avez constaté, voilà, on a quelques images de l'attaque du siège. Quand on voit comment le siège a été éventré dans une capitale, quand même, comme N'Djamena, c'est quand même triste de voir que des armes lourdes ont été utilisées. Et pour que les armes lourdes aient été utilisées dans cette occasion, il faut se demander quelle était réellement la situation. Voilà pourquoi ont-ils fait usage de cela et pourquoi avoir abattu quelqu'un qui, semble-t-il, aurait été déjà, on va dire, qui se serait rendu. Et quand on écoute aussi du côté de l'opposition, du pouvoir en place, on a comme l'impression que eux, ils accusent donc l'opposition d'être responsable de ce qui est arrivé à Yaya Dillo. Et pourtant, on fait état de forces de l'ordre qui ont attaqué le siège de Yaya Dillo. Jacques Munombo Kumba, quelle appréciation faites-vous à la fois de la situation actuelle au Tchad et aussi de l'élément que nous venons de voir, un élément de la chaîne média DW? Ben, merci une fois de plus pour la parole, Monsieur Louemba Boutitalia. L'observation que je peux faire tout de suite par rapport à la situation qu'il y a au Tchad, mais c'est une situation de crise politique manifestement qui est en train de secouer la nation tchadienne. Lorsqu'on regarde ce que dit l'opposition, notamment le Parti socialiste sans frontières qu'incarnait le leader Yaya Dillo Djerou, on voit très bien que les gens de son parti se plaignent. Ils ont appelé ça un assassinat. Donc on est arrivé, la force présidentielle arrive sur place à son siège et on le bute comme ça, comme si de rien n'était. Je crois que le Tchad vient encore une fois de plus de montrer aux yeux du monde que c'est un pays effectivement, vous l'avez si bien dit, depuis son indépendance, commençant de François Tombalbaye jusqu'à aujourd'hui avec Idriss Déby Mahamat Kaka, il n'y a jamais eu de stabilité politique. Parce que je me suis amusé de regarder un peu les alternances qu'il y a eu là, comme je l'ai dit tantôt depuis l'indépendance en 1960, mais il n'y a que de coups d'État. Il y a eu peut-être 6 ou 7 alternances, que des coups d'État, que des coups d'État. Et je vous rappelle aussi que le Tchad, aujourd'hui, compte 600 généraux. Vous imaginez un pays en Afrique. Mais monsieur Louemba Talia, c'est des records mondiaux. C'est-à-dire même la Chine n'en a pas autant. Donc le Tchad, en lui seul, compte 600 généraux. Il y a un problème. Et tu sais, lorsqu'on aborde ce genre de thématique, il est important de faire des rétrospectives historiques, comme je le disais tantôt, parce que ça va nous permettre d'apprécier et d'appréhender le réel, c'est-à-dire la situation qui se passe actuellement au Tchad. Mais qui est d'abord celui qu'on vient d'assassiner, Yaya Dillo? Il faut qu'on essaie un peu de scruter un peu son parcours et sa personnalité. Allez-y. Voilà, Yaya Dillo Djerou, c'est un monsieur de la cinquantaine qui effectivement est neveu du président président Idriss Déby et qui a mené la vie dure à son oncle depuis les années 90 parce qu'il avait formé une sorte de rébellion. Donc c'était un rebelle parce que pour lui, il trouvait que les convictions politiques de son oncle n'allaient pas en phase avec les siennes. Et c'est ainsi qu'il va se poser farouchement à son oncle. Et sans plus tarder, comme c'était une affaire de famille, comme vous le savez si bien en Afrique, souvent les problèmes familiaux peuvent se régler en famille, etc. Donc ils vont régler
leurs divergences d'opinion au sein de la famille. Et il va être nommé comme ministre des hydrocarbures, ministre des mines et ministre de l'énergie. Il était aussi secrétaire, secrétaire à la présidence. Et après, il a occupé aussi un poste très intéressant au niveau de la CEMAC, où il était le haut fonctionnaire. C'est lui qui représentait le Tchad. Bref, il se trouve que c'était une figure assez importante au Tchad, parce que c'est lui qui incarne un peu l'espoir des Tchadiens. Il faut rappeler aussi, après le ralliement et la trahison de Succès Masra envers le gouvernement, à travers le dialogue qui a été chapeauté par Tshisekedi à Kinshasa, l'accord de Kinshasa, lorsque Succès Masra a rejoint donc le gouvernement actuel, ben, l'espoir du peuple, c'est Yaya Dillo qui l'incarnait. Donc, on voit très bien que la perte de Yaya Dillo aujourd'hui, mais ça fracture en fait le pays. Donc, d'un côté, le peuple se sent un peu orphelin parce que le peuple qui comptait sur Succès Masra, qui était d'ailleurs aussi un fervent opposant du système, mais aujourd'hui, il s'est rallié avec le gouvernement. Donc, en quelque sorte, il a trahi un peu le peuple. Vous voyez? Donc, tout l'espoir du peuple se reposait au niveau de Yaya Dillo Diéro. Bon, Yaya Dillo Diéro a été réduit en silence éternel. Donc, ça fait que ben, aujourd'hui, la situation devient de plus en plus complexe. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer qu'il est mort le 28 février 2024 et c'est tout de suite après, hein, quelques jours après, donc le 6 mars, le Conseil constitutionnel a déjà enregistré le dossier de la candidature de président Kaka Déby. Donc, Kaka Déby, qui était censé assurer juste la transition, et n'est pas se candidater, mais il devient encore le candidat à sa propre succession. Voilà qu'il y a un problème. Donc, on voit très bien que c'est une situation qui est très complexe parce que c'est une famille qui s'entretue comme ça, qui est en train de se canarder. Et on va repartir encore vers l'histoire parce qu'il y a 3 ans de cela, je crois qu'à l'introduction, vous l'avez mentionné, il y avait d'abord une tentative, effectivement, dont il s'en est échappé, c'était en 2021, toujours le 28 février. Lorsqu'on arrive chez lui à la maison, on défend sa porte avec des voitures blindées et tout. Mais celui qui dirigeait les opérations, c'est celui qui est actuellement le président du Tchad. Ça, les gens ne le savent pas. Et lorsqu'on arrive chez lui, on débarque chez lui. Donc, sa mère sort de la maison, on tire sur une maman. Et on va tuer aussi son fils. Et il y a sa grande sœur, que les gens aussi ne savent pas, qui a été gravement blessée. Mais dites-moi un peu, vraiment, franchement, est-ce que c'est la maman qui fait la politique? Est-ce que c'est le fils qui fait la politique? Ou encore c'est la sœur qui fait la politique? Moi, je crois qu'à un certain moment, c'est une question d'entendement, de compréhension. En Afrique, on a mal compris le concept de la politique. C'est-à-dire qu'on peut être adversaire politique, mais nous ne sommes pas des ennemis. On doit se combattre au niveau idéologique. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut faire. Je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, il n'y a pas de souci, mais moi, je dois apporter des arguments qui vont faire à ce que, ben, écoute, on essaie de trouver un terrain d'entente. Mais si on doit transformer le champ de la politique pour un champ de combat réel ou encore de nuisance, ben là, ça devient compliqué. Vous voyez très bien qu'une maman, mais une maman, on sait très bien en Afrique comment elle est. Une maman est très chère. Et puis, cette maman encore était une de ses tantes. Mais on ne peut pas faire comme ça, franchement. Ça n'existe pas. Même au Congo, même au Gabon, même en Guinée-Conakry chez Frédéric, je pense que ce genre de comportement ou ce genre d'agissement qui prennent leur source dans la bestialité, je pense qu'en plein 21e siècle, on ne devait plus assister à ce genre de scénario qui effectivement ternit l'image du Tchad aujourd'hui. Et voilà donc en quelque sorte l'appréciation que j'ai dans un premier temps, pour ne pas monopoliser la parole, c'est que le Tchad est véritablement dans une situation de crise politique qui secoue le pays tout entier. Ok, mais bon, on a comme l'impression, cher monsieur Kondiano, que cette crise politique est quand même perpétuelle, puisqu'elle ne dure pas, on va dire, d'aujourd'hui. D'ailleurs, monsieur Jacques Monombo l'a rappelé, on va de crise en crise. Est-ce que le ralliement de Succès Masra, qui lui aussi, il y a quelques années, donc le siège a été attaqué, hein, plus ou moins de la même manière. Bon, il s'en est en sorti. Est-ce que son ralliement au gouvernement n'était pas peut-être aussi une façon d'apaiser un peu l'atmosphère politique dans le pays, monsieur Frédéric?
Je crois que, comme tu viens de le dire, la situation du Tchad, c'est une bombe à retardement pour l'Afrique centrale. J'ai mal que, au vu de tous, avec toute cette barbarie politique qui se passe là, ils sont soutenus par quelqu'un de l'Occident. Rappelons-nous comment est mort le président Déby. On nous a menti. Ce n'est pas au front. Il a été assassiné au palais. Oui. Un conflit familial. Tout le monde le sait. On nous a caché la face pour nous dire qu'il a reçu des balles au front. Et on l'a assassiné dans une réunion à la présidence. Un conflit est né. On l'a assassiné. On assassine, disons, le cousin de Mohamed Idriss Déby actuel. Donc, il y a un contexte qu'il faut peut-être éclairer avec les Tchadiens, où on se débarrasse de la famille Déby complètement sur la scène politique, où on élargit, on devient un gouvernement d'union nationale où tout le monde est représenté. Mais le mal est déjà parti. Vous savez, quand Idriss Déby se rebelle contre Houssen Abré, il y a un grand conflit entre, disons, les ressortissants, comme quelqu'un, je ne sais pas si Jean-Philippe Jacques l'avait dit, il y a une question régionaliste au Tchad. On sait comment Idriss Déby s'est rebellé contre Abré, jusqu'à l'envoyer en exil à Dakar, où il trouve la mort. Donc, il y a cette incarnation que les gens pensent que la famille Déby a le monopole, c'est eux qui savent tout. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, l'actuel président, c'est-à-dire Mohamed Idriss, il était officier. À un moment, son père a voulu l'enlever pour l'envoyer dans une ambassade en Arabie Saoudite. À la fin, on a envoyé son frère comme ambassadeur. Tout le monde savait qu'il y avait une crise totale à l'époque entre les frères, les cousins, les sœurs, et ainsi de suite dans la famille Déby autour du pouvoir. Parce qu'il n'y avait plus d'entente. Pour des intérêts que l'opinion publique n'en sait rien. Comment on peut transférer des questions de famille sur la scène politique à la gestion d'un État? Et cette question qui se pose, nous avons beaucoup de grandes puissances qui soutiennent, par exemple, le coup d'État, disons, après la mort du président Déby. Nous avons vu tout de suite la France qui n'a pas condamné la prise du pouvoir par Mohamed Idriss Déby. Mais le Tchad a une constitution. À la mort du président, il y a le président de l'Assemblée nationale et tant d'autres. Mais c'est son fils qui prend le pouvoir, la commande, le commandement. Mais il y a quelqu'un qui dit, oui, c'est normal parce qu'il y a la crise sécuritaire au Tchad, peut-être avec le président et le militaire au pouvoir. Mais ce n'était pas la solution. Quelqu'un a cautionné une erreur qui aujourd'hui, peut-être que à la mort d'Idriss Déby, c'était une occasion pour finir avec cette histoire de famille Déby. Si le président de l'Assemblée nationale prenait le pouvoir, organiser les élections, mais le fils vient en tant qu'officier supérieur dans l'armée, il se proclame général, et l'Occident, quelqu'un en Occident le soutient, il lui donne tout ce qu'il faut. Et tout dernièrement, vous avez vu son voyage, quand il a voulu signer des accords avec la Russie, ça s'est couillé. Ça n'a pas duré, on s'est inventé cette histoire d'attaque au service des renseignements jusqu'à tuer son cousin. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà projeté, que même les Tchadiens ne savent pas. C'est-à-dire, nous sommes dans un scénario, on a connu le début, mais on ne connaît pas la fin. Ok. On ne connaît pas la fin. Je vais devoir vous couper là, en tout cas, voilà, parce que vous avez évoqué une situation complexe. On va prendre un élément pour essayer un peu de comprendre un peu cette situation, parce que vous avez évoqué des ingérences extérieures, on doit se le dire, sur la situation politique au Tchad, qui créerait peut-être la confusion au sein même d'une famille, d'où la famille Grassi que vous avez évoquée, entre autres. Voilà, prenons cet élément c'est un discours que M. Yaya Dillo faisait il y a à peine, on va dire, quelques mois. Un appel
à une marche pacifique le 14 mai dernier pour dénoncer l'implantation de nouvelles bases militaires françaises au Tchad et le soutien sans faille de la France à la junte militaire installée au pouvoir en portant un coup à la constitution de la 4e République du Tchad. Dans un communiqué officiel diffusé le 13 mai 2022, le Parti socialiste sans frontières a soutenu cette marche en appelant ses militants à sortir massivement. L'appel de notre parti et des autres forces vives de la nation a été entendu par notre peuple conscient et la marche fut grande et inédite. Les compatriotes tchadiens ont marché dans l'ordre et dans le respect de l'itinéraire, malgré la provocation de la police au point d'arrivée qui était le rond-point Sona Sud. Malheureusement, le PSF a constaté, à travers des vidéos dans les réseaux sociaux, que la police nationale a continué de provoquer les citoyens en lançant tous azimuts des gaz lacrymogènes partout dans la ville, y compris dans les établissements scolaires et universitaires. Cette attitude irresponsable, qui était à l'origine des blessures de plusieurs citoyens, était l'élément déclencheur du vandalisme. Pour entacher la dynamique citoyenne déclenchée par cet appel, le régime aurait utilisé des mineurs pour poser des actes de vandalisme et de xénophobie. Cette stratégie machiavélique primitive viserait deux objectifs majeurs. D'abord, pousser davantage la France à se désolidariser des leaders politiques et de la société civile qui s'opposent à la perpétuation du pouvoir dictatorial et militaire afin qu'elle renforce davantage son soutien indéfectible à la monarchisation du Tchad, d'une part, et utiliser cette situation en vue de restreindre les libertés publiques, notamment la liberté de manifestation, d'autre part. Comme vous le savez, la liberté de manifestation est susceptible de permettre à la lutte citoyenne d'imposer des règles du jeu démocratique et de remporter des victoires éclatantes face à la volonté de la junte à conserver le pouvoir à travers un processus hautement biaisé. Par ailleurs, le PSF condamne avec la dernière énergie l'arrestation arbitraire et abusive des responsables de la société civile. Il est à noter que sur l'itinéraire de la marche, il n'y a eu aucun acte de vandalisme. Tout ce qui s'est passé hors de cet itinéraire et en dehors de l'horreur de la marche relève de la responsabilité de la police et non celle des organisateurs, puisque ces derniers ne sont pas responsables de l'itinéraire qui leur a été imposé par le pouvoir public, en dehors de l'itinéraire qui leur a été imposé par le pouvoir public. Par conséquent, les autorités doivent s'assumer au lieu de chercher des boucs émissaires. D'ailleurs, comme nous l'avons susmentionné, nous soupçonnons que ces actes soient l'œuvre du CMT pour tuer dans l'œuf la dynamique citoyenne revendicatrice de l'instauration de la démocratie dans notre pays. Le PSF réaffirme que tout ce qui adviendra à ces prisonniers d'opinion sera imputé au gouvernement de la junte et appelle le peuple tchadien à rester attentif aux actions de grande envergure qui seront lancées dans les jours à venir. Le PSF participera activement aux prochaines marches de la société civile et organisera sa méga-marche le 11 juin 2022. Nous invitons donc nos chers compatriotes à sortir massivement lors de ces rendez-vous importants afin que la junte et tous ceux qui la soutiennent sachent que le peuple tchadien n'est pas si lâche et n'est pas si peureux que les autres peuples frères africains qui ont imposé le changement. Ok, nous sommes de retour sur le plateau. En tout cas, vous venez d'écouter Yaya Dillo. Effectivement, on voit que Jean-Félix Massalé n'est plus là pour des raisons techniques depuis Rome. Voilà, il est entre autres à une condition pluviométrique
enrageuse. Donc, il est là parmi nous, Monsieur Jean-Félix. Nous souhaitions vous prendre. Vous avez suivi l'élément. Voilà. Yaya Dillo évoquait le soutien sans faille de la France envers la junte. Cette même France qui malheureusement combat d'autres juntes ailleurs sur le continent africain et semble soutenir une autre junte dans un autre pays, voilà. Et il évoquait aussi l'établissement de nouvelles bases françaises sur les territoires tchadiens, voilà, et que la junte souhaitait en quelque sorte tuer dans l'œuf la dynamique citoyenne de l'instauration de la démocratie au Tchad. Quelle idée vous faites-vous de cette prise de parole de Yaya Dillo sur la question, Monsieur Jean-Félix? Bon, c'est vrai que j'ai un problème de connexion, sincèrement. Ben, j'ai écouté le document. Oui. Donc, on va toujours dire, je sais pas, on me dit que la situation au Tchad, elle est complexe, comme dans toutes les situations que nous sommes en train d'observer. On va dire, au Tchad, ça s'est passé à la même chose, mais c'est ce que doit dire la junte, parce que ce sont les jeunes qui décident. Qui décident. Alors, au Mali, il y a eu un coup d'État, ils ont décidé qu'il fallait changer de partenaire stratégique. Ils ont choisi la Russie. Le Burkina Faso a été un peu sur la botte du Mali et nous voyons que le Niger, ça c'est... Mais alors, qu'est-ce qui se passe au Tchad? Il se passe que le partenaire stratégique qu'ils ont laissé, qui est la France, a dû batailler dur pour essayer de mettre en mouvement son positionnement. Et donc, il est tout à fait louable parce que c'est ça le monde d'aujourd'hui. Ce sont les rapports de force. Les rapports de force qui sont en train de se jouer au niveau international. Donc, la France est une grande nation, donc elle joue son rapport de force pour elle ait un point d'appui dans le Sahel, qu'elle Tchad. Et la France n'est pas à condamner. Je ne suis pas là pour dire que la France a tort ou elle a raison. Elle ne joue que son rapport de force. C'est à la junte actuelle de dire quel est l'intérêt stratégique de la nation tchadienne. Et elle définit quelles sont les priorités. Et à partir de cet instant, elle dira oui, me convient-on d'être un élément avec le Tchad ou non? Oui, mais pensez-vous que cette junte peut-il aller vers un autre partenaire stratégique? Où serait cette nécessité-là si elle a été installée? D'ailleurs, l'opposant Yaya Diallo, paix à son âme, le reconnaît dans son discours par un partenaire stratégique qui est la France. Quelle est la nécessité pour elle de changer de partenaire stratégique? Ben voyons, il est là, c'est une question d'intérêt. Si jusqu'à maintenant la France s'est montrée beaucoup plus, on va dire, ouverte vers la junte actuelle, je ne vois pas pourquoi elle changerait de partenaire stratégique. Les autres ont changé de partenaire stratégique parce que les autres ont été laissés en quelque sorte par la France. Donc voilà pourquoi ils ont changé de partenaire stratégique. Et donc, je ne vois pas en quoi, ce qui est important pour nous, ce n'est pas de dire où le Tchad change de partenaire. Moi, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire que gagnent les Tchadiens dans tous ces changements. Parce que gagnent les Maliens dans tous ces changements? Que gagne l'Afrique dans tous ces changements? Et on le voit, le Mali a été libéré. Kidal a été libéré. Le Burkina, je ne sais pas trop, la situation actuelle, stratégique, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire, en changeant de partenaire stratégique, que gagnerait le
Tchad. Et c'est en cela que nous devons reprendre aujourd'hui ce soir. Ce qui est important, c'est cela. C'est pas de dire que oui, on va changer la France, on la condamne la France. Moi, je suis pas là pour dire, bon, la France est notre colon. Donc, quoi qu'elle fasse, elle ne sera jamais bien vue par les colonisés que nous sommes, les ex-colonisés. Monsieur Jean-Félix Massalé, excusez-moi de le dire, mais est-ce que votre positionnement n'est certainement pas lié quelque part à la situation au Gabon, puisque nous savons que monsieur Jean-Félix Massalé est originaire du Gabon, voilà, parce que c'est mon travail, hein, je suis le journaliste et à chaque fois que je remarque quelque chose, je le pose, à vous de me répondre, voilà, à me dire si ce n'est pas le cas. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous semblez un peu, hein, de façon subtile, dédouaner la France sur la question tchadienne? Est-ce lié aussi à la situation au Gabon, puisqu'on sait que malgré le changement, hein, politique advenu au Gabon, la France reste le partenaire idéal aussi bien pour le Gabon comme il est aujourd'hui pour le Tchad. Loin de moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on écoute. Enlever le partenaire stratégique à la France du Gabon. Loin de moi, lui dire qu'elle est vierge. Non, nous avons tous les problèmes là. Moi, je ne suis pas là pour dire que la France a tort et la raison. Mais nous voyons ce qu'elle doit. Ce qui est important pour nous, les jeunes Africains, c'est de dire, nous avons observé, processus d'observation, processus d'explication, vu de l'action. Nos pères, nos grands-pères ont subi, ils ont observé. Nos pères ont fait l'action. On se sont expliqués. Voilà pourquoi nous avons des théories. C'est aujourd'hui nous d'agir. Processus d'observation, d'explication en vue de l'action. Mutatis mutandis. Donc c'est pour vous dire simplement que moi je ne suis pas là pour dire ce qui se passe au Gabon. Il y a observé. Il y a beaucoup de gens qui disent non, Oligui est pro. Bon, nous avons vu, nous avons analysé. Non, Oligui s'est posé une seule question. Quelle est la problématique? Quelle est la problématique? Que veulent les Gabonais? C'est ce qui est important. Que veulent les Gabonais? Les Gabonais veulent être contents. On construit les routes, oui. C'est des partenaires. Je veux vous dire la vérité. Au Gabon, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens ne connaissent pas la réalité dans l'intérieur parce qu'on a un fumage pour dire que là, oui, la France n'a rien. La France perd au Gabon. Tout simplement. Le partenaire, parce qu'on a arraché. Il a mis un droit de veto pour que nous récupérions ce que Shell avait laissé, ce que Carlyle a réglé. Il a dit non. Maintenant, le Gabon reprend ses droits. On est en train de créer une nouvelle société. Merci, monsieur Jacques Mounon, monsieur Jean-Félix. En tout cas, le Gabon reprend ses droits, dites-vous, et on se rend compte que vous êtes un oliguiste. Mais bon, il n'y a rien de mal, hein? C'est ça la voie de la jeunesse. Il nous a libérés du gouffre des bongoïstes depuis 60 ans. Je vais vous dire la vérité, je suis devenu un oliguiste parce qu'il a libéré. Moi, je voulais... Talia, je voulais dire quelque chose à ça. Oui. Allez-y rapidement avant de prendre Jacques Mounombo qui attendait déjà. Oui, allez-y rapidement. Je suis un oliguiste. Jean-Félix, moi, ce que j'aimerais dire, le problème, comme tu l'as dit, nous ne sommes pas là pour condamner la France ou dédouaner la France. Mais il faut regarder la vérité en face. Toi, par exemple, avec cette situation de crise politique, famille Grassi au Tchad, tu peux continuer à dire que la France continue à soutenir cette famille à la tête du pays? C'est la question qu'il faut. C'est-à-dire, tu connais la réalité du peuple tchadien. Nous connaissons l'histoire politique du peuple tchadien. Pourquoi continuer à soutenir une famille qui n'avance pas le pays? Au contraire, recale le pays. Parce qu'il y a les intérêts. C'est la question qu'il faut se poser. Cher Condiano, je suis juste en train de te dire que le problème n'est pas de condamner la... Nous sommes dans des débats futilistes. Et c'est ce que je veux vous dire, mes frères. Je ne suis pas là pour dire la France a tort et elle a raison. La France a tort sur toute la ligne parce qu'elle nous a colonisés. Je ne suis pas là pour dire... Je suis en train de vous dire que faisons-nous actuellement? Nos pères ont subi le joug de la traite des Noirs. Nos aïeux.
Nos grands-pères ont subi la colonisation. Nos pères ont subi après la colonisation. Nous sommes ceux-là qui devons dire maintenant basta. Moi, je ne veux pas accepter que mon enfant vive encore dans des conditions pareilles. Et c'est ça. Oui, mais peut-être, Jean-Félix, peut-être tu n'as pas compris ma question. Ma question, elle est très simple. C'est-à-dire, le peuple tchadien est en train de suivre une confusion familiale à la tête de l'État. C'est-à-dire, on est en train d'assassiner mère, fille, fils, cousin, tout cela au profil, c'est-à-dire avec une carte blanche du pouvoir. Et tu, en tant que jeune africaine aujourd'hui, est-ce que tu peux dire à des partenaires qui continuent à soutenir aujourd'hui cette famille à la tête du pays de continuer à les soutenir? Ou bien il faut les dire stop, ne les soutenez plus, il faut que les Tchadiens s'asseyent autour de la table pour regarder en face les problèmes. Moi, je ne suis pas là pour dire que la France a mal fait, la France a bien fait, mais il faut aussi voir la réalité du Tchad. Je suis en train de vous observer, M. Kondiano. Pourquoi? Dans ma première intervention, j'ai essayé de dire que c'est une famille, c'est vous qui avez parlé du mot de famille-cratie. Je suis en train de, j'ai emprunté ce véhicule que vous avez dit par rapport à la famille-cratie. Et donc, je suis en train de vous dire, je ne suis pas là pour vous dire que c'est une famille qui est au pouvoir. Même les opposants, je vous ai dit, même les opposants, même les syndicalistes, c'est la famille Déby. Donc, ce n'est pas normal. On a coopté un opposant. Jacques parlait de l'opposant qui a été mis Premier ministre. Je vous dis, 2 semaines avant qu'il ne soit Premier ministre, il critiquait la France, même à Paris. Mais on l'a mis, et puis voilà, il s'est mis. Pourquoi? Il s'est rendu compte que chez nous, on dit, pour tuer l'éléphant, tu dois te rapprocher de l'éléphant. Et il s'est peut-être rapproché du pouvoir pour tuer le pouvoir. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, la famille Déby est au pouvoir depuis longtemps. Ils se sont engrachés, ils sont en train de pourrir ce pays. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui de savoir, est-ce que c'est bien que toute une famille, ou imaginez-vous les Bongos qui soient dans l'opposition, les Bongos qui soient... C'est un peu ce qu'on vit au Gabon. C'est un peu ça, on va dire comme ça. Les Bongos qui oui, mais Jean-Félix, toi, ton point de vue, est-ce que c'est normal? C'est la question qui se pose. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit là, c'est la narration. Est-ce que tu valides ça? Si tu ne valides pas, il faut dire pourquoi et quelles sont les voies que tu proposes. Parce que si tu valides... En fait, la question de Frédéric Kondiano est simple. Es-tu pour le soutien, si soutien il y a, de la France envers cette famille qui met le pays à mal? C'est ça la question de Frédéric. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que mon point de vue, pas de vous dire si je suis d'accord ou non. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ça aujourd'hui. Vous avez payé une problématique, elle est simple. Donc, mon point de vue n'est pas de vous dire d'attendre une problématique, oui ou non. Mon point de vue, c'est de vous donner une expression qui peut aider les Tchadiens à sortir dans la situation. Ok, d'accord. Merci Jacques, merci Jean-Félix. On va prendre rapidement Jacques Monombo sur la question de savoir. Alors, tu as écouté Jean-Félix parler, voilà. Tu as aussi écouté l'intervention de Yaya Dillo. Le soutien de la France envers la junte n'a jamais fait défaut, c'est clair et net. La France ne s'est jamais cachée, voilà. Yaya Kaka Déby était là pour une transition, paraît-il, sans pouvoir se présenter aux élections, mais à présent, c'est un candidat de l'élection présidentielle. Jusqu'ici, on ne sait pas si Success Masra, son Premier ministre, va aussi se présenter à la même élection. Entre-temps, le principal candidat de l'opposition qui avait remplacé Success d'une certaine manière, a été assassiné. Alors, est-ce que la France a-t-elle ou pas une responsabilité dans cette crise au Tchad? Et puis, il faut quand même tenir compte que la France est partenaire du Tchad depuis les indépendances. Et pourquoi n'arrive-t-elle pas à aider le Tchad d'installer ne fût-ce que un climat, on va dire, de paix dans le pays, avec des alternances, même si c'est familial ou comment, mais paisible,
qui éviterait quand même des problèmes aux populations? Jacques Munombo. Talia, je vais commencer par dire que j'aurais été le président français, je continuerai à me battre pour défendre les intérêts de la France partout dans le monde. Ça, c'est ce qu'on doit mettre dans la tête. Ça dit que la France défend ses intérêts pour le bien-être de sa population. Donc, si dans son précaré, les pays là ont des ressources naturelles qui sont capables de contribuer à l'essor économique de la France, ben la France va continuer à mettre la main. La situation qui se passe actuellement au Tchad, effectivement, mais c'est une situation ubuesque, incroyable, mais qui nous laisse sans mots. Dans le sens que il faut d'abord se poser la question. Il y a eu l'assassinat. Et lorsqu'il y a l'assassinat, pour ceux qui ont fait droit, ça s'appelle un délit ou un crime. Mais la première question que l'on pose, c'est de savoir à qui profite le crime. C'est ça là, la question fondamentale. Tout de suite, on peut avoir quand même un peu des réponses. Parce qu'on voit très bien que lorsqu'il y a eu l'assassinat, quelques jours après, paf, le Conseil constitutionnel a déjà enregistré le dossier de la candidature du président de la transition. Et avec le soutien de près de 200 partis politiques. Vous imaginez un peu? Et pourquoi il n'avait pas fait avant? Point d'interrogation. La France, aujourd'hui, nous sommes des intellectuels. Il faut que nous fassions des lectures qui sont objectives. Ça ne sert pas de se défausser pour dire que non, moi, je ne veux pas dire ça, je ne veux pas faire ceci. Non, on ne se défausse pas. Tu adoptes un raisonnement objectif, tu donnes ta position. C'est ça, en fait, la réalité des choses. Lorsque le 19 avril 2021, le président Idriss Déby est mort, prétextant qu'il y a eu, il s'est fait tirer au champ de tir là-bas et tout, une affaire à la tchadienne. Comme disait Frédéric, en fait, on nous a menti. Effectivement, il n'était pas mort là-bas. Il serait, je pourrais rester au conditionnel, il serait certainement mort au palais lors d'une réunion. Mais tout de suite, on a vu quel est le président au monde qui est venu tout de suite aux funérailles du président Idriss Déby. On le connaît très bien, c'est le président français. On ne doit pas se leurrer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Appelons le chat par le chat, le chien par le chien. Il n'y a pas à se défausser, non. Il est arrivé, lorsqu'il arrive sur place, il adoube le fils d'Idriss Déby, celui qui est aux affaires. Prétextant que bon, il va assurer la transition et tout, après ils vont aller aux élections. Puisque pour eux, la démocratie se résume sur l'organisation des élections. Voilà encore un autre leurre. Et donc, lorsqu'il assure la transition, il était question qu'il fasse juste un an et après, ils organisent les élections. Mais c'est vers la fin d'année, qu'est-ce qu'on fait? On organise, on va dire quoi, un simulacre de dialogue, disant que bon, lui, voilà, l'opinion dit qu'il peut quand même rester au pouvoir et tout, machin, tout et tout. Donc, on le maintient. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, il y a eu plus d'une année, le gars est toujours aux affaires. Ben, ça aussi, vraiment, on doit fermer les yeux ou encore on doit se gêner pour dire qui le soutient. Mais moi, je suis persuadé, convaincu qu'il est soutenu par l'Élysée. Ça, c'est clair. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est ça aussi l'objectivité dans nos raisonnements, dans nos analyses. Merci. J'en viens. Rapidement. Ah, j'en viens, rapidement. Et tu vas remarquer que Succès Masra, qui s'opposait farouchement à celui qui est au pouvoir, souvenez-vous, en 2022, en octobre, lorsqu'il y a eu une 50aine de morts et 300 blessés du côté de Succès Masra et tout le reste et tout, le gars tenait des discours, mais qui étaient vraiment très durs envers ce président-là. Mais qu'est-ce que les colons ont fait? Ils ont organisé un dialogue pour que cela se passe un peu à l'africaine, chapeauté par Tshisekedi à Kinshasa, pour trouver un accord pour que le gars soit coopté. Et on l'a coopté, il est là. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que Succès Masra, il est allé à la mangeoire. Il a voulu manger un peu lui aussi. Il n'a pas hésité de signer des accords dont il connaît lui-même les tenants, les tenants et les aboutissants. Voilà, mais je suis persuadé que ça soit Succès Masra, même s'il pouvait se prononcer sur sa candidature, tu l'as si bien dit, effectivement, il ne sait pas comment prononcer, mais je pense que c'est le dimanche prochain qu'il va se prononcer. Même s'il se prononçait pour dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle, dis-toi qu'en fait, c'est quoi?
C'est un pour accompagner le pouvoir en place. Voilà, c'est un combat en duel, mais tu verras que les deux défendent les mêmes intérêts. En fait, c'est quoi? Succès Massara est un peu penchant du côté un peu des États-Unis et Kaka Déby est du côté de la France. Mais sache-le que l'alliance entre la France et les États-Unis, c'est une alliance séculaire. Donc, ce que veut la France, c'est ce que veut les États-Unis. Point barre, c'est tout. Ok, ce que veut la France, c'est ce que veut les États-Unis. On ne doit pas être démocratique pour un changement total. Les leaders doivent être conscients de leur histoire et des forces qu'ils représentent sur l'échiquier mondial. C'est le commentaire de Archery et on va faire un tour de table pour une conclusion, voilà, de cette émission qui a été l'émission la plus longue de l'histoire de La Voix de la Jeunesse. Et c'est peut-être pas par hasard que ce soit le 60e numéro. Alors, on part du côté de Rome pour prendre l'homme de Conakry, à savoir Monsieur Frédéric Condiano, pour un mot de la fin sur cette question que nous avons traitée aujourd'hui. Merci, Talia. Je pense que ce débat est très important et ça nous donne à élargir, disons, à ouvrir les yeux et puis regarder l'horizon. Et pas seulement pour le Tchad, nous avons actuellement aussi cette crise Nord Kivu au Congo et d'autres pays. Donc, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. Je pense que nous, jeunes, et nous avons une grande responsabilité, même directement et indirectement, on peut donner des coups de main. Et il faut participer à des rencontres. Peut-être qu'il faut élargir la collaboration, chercher à entrer dans le monde universitaire dans des pays. Pourquoi pas organiser des conférences, même si c'est virtuel, c'est possible. On peut organiser en Guinée, par exemple. J'ai la possibilité de parler avec le recteur de l'une des plus grandes universités. Il peut nous donner, par exemple, les Sciences Po. Pourquoi pas organiser, si c'est une vacance, organiser un bon projet, si dans le futur, et aller en présence et tenir des conférences. Pourquoi pas en profiter dans la diaspora et aller autour, parler avec les ambassades et organiser quelque chose, éviter des ambassades, la diaspora. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas qu'on se limite seulement dans le parler sur nos zones. Il faut toucher du doigt la réalité. C'est un rêve que je me donne, aussi c'est un appel pour tout le monde, que ce soit dans la diaspora, il faut organiser des conférences, il faut aller aussi en Afrique, il faut tenir les conférences, il faut dire la vérité. Je crois que ça va donner fruit, ça va porter fruit à nos débats. Sinon, nos débats seront seulement liés ici, ça va se limiter là. Merci. Okay, merci, Monsieur Frédéric Condiano. Merci pour cette belle parenthèse que vous venez de faire. L'objectif est aussi celui-là. Et j'en profite de vous informer, voilà, Monsieur Jacques le sait déjà, que ça fait plus d'une année que nous sommes en train de travailler sur un projet de sensibilisation, de lutte contre la violence dans le milieu jeune, voilà, contre la délinquance juvénile, notamment du côté du Congo-Brazzaville, car ces dernières années, on constate la recrudescence de la violence en milieu jeune, notamment avec le phénomène dit des bébés noirs. Mais je ne puisse pas je puis vous dire que la tâche n'est pas facile. Pourquoi? Parce que souvent, les hommes ne comprennent pas la vision, surtout nous autres Africains, voilà, on a du mal à accompagner, voilà, des belles idées, on a du mal à accompagner le travail qui pourtant se fait pour aider la société. Si nous faisons cela, c'est pour travailler auprès de notre jeunesse, afin que notre jeunesse soit responsable. Cette jeunesse, d'ailleurs, qui n'a pas d'esplanade, qui n'a pas d'espace pour s'exprimer. Aujourd'hui, en Afrique, en général, on a comme l'impression que le débat intellectuel se résume à quelques septuagénaires
ou bien je ne sais quoi. Mais pourquoi? Parce que il y a peu d'espace dédié à la jeunesse. Ainsi, nous avons pensé de créer le Cordonet et la Voix de la jeunesse pour donner la possibilité à la jeunesse de faire entendre sa voix et pourquoi pas nous montrer aussi sa voix, nuance. Et donc, je suis content de ce que vous avez dit. Nous allons travailler. Effectivement, il faut aller à l'encontre des jeunes dans des universités, mais pas seulement, dans des écoles, parce que dans le projet que nous sommes en train de travailler au niveau du Congo-Brazzaville, nous voulons intéresser les écoles, voilà, lycée, collège, et on verra bien demain, pourquoi pas. Et il y a aussi un projet en interne, nous allons en discuter, de contribution intellectuelle sur certains sujets, parce que nous sommes quand même ici, on a la chance d'avoir des gens talentueux qui voilà, ont une matière grise qui fonctionne. Voilà. Mais on va aller du côté de Rome encore, on reste à Rome plutôt, pour prendre monsieur Jean-Félix Massalé, l'homme de Libreville, tantôt de Franceville, tantôt de Port-Gentil, on ne comprend pas, devenu oliguiste de premier rang. Monsieur Jean-Félix Massalé, l'oliguiste de premier rang, quel serait votre mot de la fin? Le micro, monsieur Jean-Félix. Je m'excuse. Je remercie déjà tous mes panélistes et tous les auditeurs qui ont contribué au débat à cette émission. Ce qui est important de dire, c'est que l'Afrique gagne. Et ce que nous pouvons porter, comme dans ces petits débats que nous faisons, ces grands débats dont nous essayons d'apporter nos points de vue, c'est que l'Afrique est quelque chose en retour. Et nous parlions du Tchad, de l'apport de la démocratie en général. Et ce qui est important, c'est que en débattant, nous apprenons beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que nous pouvons espérer pour le Tchad? C'est qu'il retrouve la voie de la démocratie. C'est que les forces vives de ce pays se ressaisissent pour dire que nous sommes tous frères. On peut être différents dans la façon de parler, dans la façon de nous engager, mais nous sommes tous frères. Et c'est ce qui est important, c'est ce que chacun de nous doit savoir. Et chaque Tchadien, quel que soit leur bord politique, c'est d'abord le Tchad qui doit gagner. Que doivent faire les Tchadiens pour que le Tchad soit grand? Et c'est la question, la problématique que chaque Tchadien devrait avoir. Est-ce que on nous a posé, j'ai entendu Jacques qui disait, c'est un débat qui nous a été imposé, la démocratie. Les grands démocrates, nous, en France, De Gaulle, c'était un général. Okay. Franco, en Espagne, c'est un général. Il y a eu la dictature. Ce sont des œuvres. Ici en Italie, on dit que, je suis en Italie, on disait que ce sont les gens qui ont beaucoup plus apporté pour le développement. Donc, nous voulons, est-ce que le développement est contraire à la démocratie? Est-ce que la démocratie est contraire au développement? Ce sont des questions que nous voulons poser. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que le Tchad a des écoles, a des moyens pour se développer. C'est ce qui est important aujourd'hui parce que nous sommes des pays pauvres, très endettés et très désavancés. C'est ce qui est important. Donc, faisons tout pour que nous avançons. Nous rentrons dans le 3e millénaire avec une approche qui est différente peut-être du leur, si c'est ce que nous voulons. Donc, c'est ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous. Donc, en terminant ce débat, je remercie mes copanélistes. Et puis, je veux juste leur dire que ce qui est important, c'est que les Tchadiens et les Tchadiens se remettent dans la voie de la démocratie. C'est le souhait que je peux leur faire aujourd'hui. Que les Tchadiens et les Tchadiens se remettent dans la démocratie. Personne ne viendra développer le Tchad à leur place. Personne. Même pas moi qui parle. Je ne viendrai jamais développer le Tchad. Il n'y a que les Tchadiens qui viendront développer le Tchad. Donc, c'est à eux de se mettre en mouvement pour que le Tchad rêve d'un avenir
soit dans la trajectoire d'un avenir mondial. C'est ça. Chacun de nous a cette obligation. Chacun de nous a cette façon de voir les choses pour que nous soyons des disciples, nous soyons des vecteurs pour le développement de chacun de nos pays. Parce que c'est petit à petit que l'oiseau construit son nid. C'est petit à petit qu'on essaie d'amener le mouvement vers le développement. Donc, c'est chacun de nous. C'est pas toujours parfait. Parce que l'Europe, jusqu'en 1914, après la guerre de 14-45, il y a eu la guerre. La guerre entre les peuples. C'est pas facile. Nous avons été vendus comme des esclaves. Nous avons été colonisés. C'est pas sur ça qu'on peut régler les problèmes des millénaires. Même la Chine n'a pas pu. Donc, nous sommes en train de faire. L'Afrique, on pense qu'on n'aurait pas un simple candidat matérialiste. Nous sommes quelque chose de grand. Donc, nous ne sommes pas à battre par nous sommes pauvres. On a toujours besoin de nous. Je vois les autres robots. Pour nous diminuer et vous êtes pauvres. C'est d'un point de vue matérialiste. Mais la vie n'est pas comme un peu rien. Nous avons des richesses métaphysiques, mettant en mouvement pour que nous développons. Nous sommes développés d'un autre point de vue. Donc, il suffit juste que nous nous mettons en mouvement d'un point de vue matérialiste pour que les choses viennent chez nous. Je vous dis qu'en Chine, je vais prendre l'exemple parce que vous allez me dire que je suis un maudit. En Chine, nous n'avons plus de pension. Ma mère n'avait pas de pension. Actuellement, elle a une pension. Ma mère a travaillé. Actuellement, elle a sa pension qui a été suspendue parce que la Yondi, que nous appelons actuellement, a dérobé. Jean-Félix, on a compris. Il a dit, on remet je vous dis, au Gabon, moi j'ai grandi avec la bourse au collège. Il n'y avait plus ça. Donc en 6 mois, on a remis la bourse. Donc c'est une volonté. C'est quelque chose, je veux juste vous dire, c'est une volonté. Quand quelque chose veut se faire, ça se fait. Et ça doit se faire. C'est ce que je veux vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté et de dire que le Tchad a besoin des Tchadiens. Vive le Tchad, vive l'Afrique, vive le Congo, vive le Gabon, vive la Guinée et que vive l'Afrique. On a besoin de tout le monde. Vive le monde. Merci. Vive l'Afrique. On a besoin, vive l'Afrique, vive le monde. J'ai besoin des Chinois. Vive l'humanité, vive l'humanité. J'ai besoin de la technologie allemande. J'ai besoin du savoir-faire chinois. J'ai besoin de la maturité. Ce dont nous voulons. Talia, il faut aller en avant, sinon Jean-Félix on est là. Eh oui. En tout cas, vous êtes sur la voie de la jeunesse. Eh oui. Là où le lieu où les jeunes font entendre leur voix et nous montrent leur voix. Allez, monsieur Jacques Munombo Kouma qui s'impatientait déjà. Voilà. Non. Votre mot de la fin. Je n'étais pas impatient, monsieur Talia. C'est normal, lorsque quelqu'un s'exprime, il faut le laisser aller au bout de sa pensée. C'est tout à fait normal et légitime. Ouais, non, effectivement, hein, merci de nous avoir conviés sur ce beau plateau du Cordonnet. Effectivement, c'est ce travail-là qu'il faut faire pour que la mentalité change. Il faut travailler sur l'homme africain pour qu'il essaie un peu de regarder les choses d'une manière un peu différente. Comme disait Frédéric, il faut qu'on ait le courage de regarder la réalité et la vérité en face. Et une fois que j'ai dit ça, le sujet, c'était quoi déjà? C'était l'élection au Tchad, l'assassinat de Yaya Dillo et quel futur pour la démocratie. Ben déjà, la démocratie, il n'y a jamais eu de démocratie au Tchad. Ça, on peut déjà être tous d'accord sur ce point-là. C'est un pays qui a connu beaucoup de coups d'État et à l'instabilité politique qui bat son plein aujourd'hui avec l'assassinat de Yaya Dillo, comme on l'a si bien dit. Et il faut aussi se rappeler que le colon a tout à gagner en cherchant à maintenir, comment on appelle ça, le Tchad dans cette situation-là, parce que ça lui fait du bien, ça lui permet de piller le pays et de s'enrichir. Et je vous rappelle aussi que le Tchad, dans le précaré France-africain, représente, on va dire quoi,
une position très stratégique de par sa base militaire d'abord, parce que la base militaire qui se trouve au Tchad est parmi la base militaire française la plus grande. Elle dépasse même celle de la Côte d'Ivoire et même celle du Sénégal. Parce que là-bas, vous retrouvez des chasseurs bombardiers et tout. Donc, ça sécurise un peu la zone là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France n'est pas prête à laisser cette nation-là. Mais non, le truc, c'est que les élections qui vont se dérouler le 6 mai, mais bon, c'est un boulevard qui est ouvert hein, pour Idriss Kaka Déby. Je pense qu'il sera réélu tout simplement. Il sera réélu. Déjà que Succès Masserin travaille avec lui, je ne vois pas que quelqu'un qui travaille avec vous, que vous contrôlez, et puis qu'il puisse encore à un certain moment vouloir changer de veste. C'est pas possible. En tout cas, pour le cas du Tchad, je trouve ça vraiment pas possible. Mais est-il vrai que il a un peu peur aussi en même temps parce que la présence de Succès Masserin, c'est comme une épée de Damoclès qu'on mettait sur sa tête. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a, je crois que c'est le mois passé, il est allé en Russie, mais non pas pour aller signer les accords. C'était même pas des accords. En fait, c'était des trucs juste pour faire chanter un peu à ses maîtres, notamment les États-Unis et la France, pour dire, bah, écoutez, au cas où vous pensez peut-être à vouloir me faire un faux jeu, ben, je peux quand même collaborer avec des gens que vous considérez comme vos ennemis. Donc, c'est ça. Donc, il sait très bien que la présence de Succès Masserin est une épée de Damoclès sur sa tête. En cas on peut lui faire un faux jeu. Et voilà. Mais sinon, rien ne va se passer. En fait, les deux sont les produits d'un même système. Et voilà, rien ne va se concrétiser. Les élections vont bien se passer. Je pense qu'il sera réélu. À moins que le peuple se prononce. Il sera élu. Voilà, à moins que le peuple puisse se soulever un peu comme au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Mais sinon, je pense que rien ne va se passer. Pour terminer, l'Afrique a besoin d'implémenter un système qui est tout à fait africain. La démocratie est un système exogène qui nous a été imposé par les gens qui nous ont colonisés. L'Afrique a besoin d'implémenter un système qui est tout à fait africain, qui sera imprimé sur nos valeurs. Vous avez parlé de la charte du monde, et je crois que c'est un internaute qui l'a soulevé. Mais c'est une charte qui existe depuis... Voilà, c'est une charte qui date de 1236, monsieur le Batalien. Vous imaginez un peu? Donc, pendant ces années-là, l'ONU n'existait même pas. Et cette charte-là prônait déjà le droit de l'homme. Vous voyez très bien. Donc, on était même en avance par rapport à eux. Donc, il serait nettement mieux que l'on fasse marche arrière, qu'on regarde ce qui était bon pour nous. Un pouvoir qui se reposait sur la justice, la vérité, l'égalité et la solidarité. Parce que les Africains vivent en solidarité. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce genre de système qui sera propre à nous, à nos réalités, que nous devons imprimer. On doit arrêter avec les démocraties, les élections, bidons, tout ça, machin, tout. Ça ne fonctionne pas. Ça, on va tourner autour du gâteau. On n'aura jamais de solution. Je vous remercie. Ok, d'accord. Ça ne fonctionne pas, disait monsieur Jacques Munombo Kumba. Je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir du côté de l'Europe centrale et de l'Afrique centrale. Merci à tous ceux qui nous ont suivis un peu partout à travers le monde. Merci à ceux qui ont commenté ce soir et posé des questions. Merci à ceux qui ont partagé. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Nous vous remercions d'être des nôtres et rendez-vous pour le dimanche prochain sur la même chaîne, le même plateau pour un autre débat. Nous allons recevoir monsieur Jessie Crislin avec lequel nous allons débattre des questions liées entre autres à la motivation et au développement personnel. Merci à vous, chers amis, et au revoir. À dimanche prochain. C'était Talia Wembabouti. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Vraiment très ravi, Talia, d'accepter ton invitation sur cette plateforme, sur cette émission. Une émission que j'ai toujours appréciée, que j'ai eu l'occasion de suivre
avec tes invités de marque. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation et surtout félicitations pour le travail que tu fais aussi. Parce que celui de promouvoir la diaspora, celui de faire émerger les, disons, j'appelle les capacités de la diaspora, c'est pas un travail de petite envergure.